c'est une joie pour moi. Bonjour, chers collègues, bonjour, chers frères, j'ai mes amis aussi parmi. Et vraiment, c'est un honneur pour moi aujourd'hui qui m'a été donné par le groupe SAFNA de présenter sur les complications des hémorragies méningées. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais qu'il y a mes frères, mes sœurs ici parmi, mais je suis Nathalie Gomsi. Je suis mariée, épouse Bello, il faut que je mette ça parce que c'est important. Je suis en dernière année de neurochirurgie, comme il l'a si bien dit. Et actuellement, je suis à Strasbourg pour un stage de ma dernière année. Et nous avons ouvert des parcours ensemble avec le docteur Boncolé il y a cela quelques années. Et vraiment, la collaboration a été tellement fructueuse qu'elle est devenue d'une collaboration professionnelle et passée à une collaboration amicale et une collaboration fraternelle. Donc, si Safna a besoin de quelque chose, si Docteur Noro me dit voilà, ma sœur, je serai là, je serai que présente. Donc aujourd'hui, nous allons parler des complications des hémorragies méningées. Bon, sans oublier, aujourd'hui on fête, on a deux fêtes. Je vais dire bonne fête d'abord de la jeunesse. Ça se voit à travers la collaboration que nous faisons à travers SAFNA depuis un certain moment déjà, que j'apprécie beaucoup. La qualité du travail que vous faites qui est très élevée pour améliorer la neurochirurgie dans nos pays respectifs. Mais c'est aussi le jour de la finale de la CAN. Je vais essayer d'être le plus concis, précis pour que chacun puisse vaquer à ses occupations. Cependant, on ne peut pas quitter de là un élan de cœur à nos frères congolais qui subissent depuis quelques jours des génocides. Vraiment, je voudrais vous dire que nous sommes de tout élan avec vous, nos cœurs sont avec vous et que prenez courage. On espère que ceci va pouvoir se régler le plus rapidement possible. Donc, les complications liées à l'hémorragie sous-arachnoïdienne sont les principales composantes fonctionnelles et potentiellement mortelles des suivis d'une rupture d'anévrisme. En fait, les identifier constitue en fait un défi majeur car elles peuvent varier tout au long de la période du suivi. Donc, classiquement, l'évolution clinique va se diviser en trois différents groupes. On a un tiers des patients qui vont être rétablis de manière complète. On a un tiers des patients qui vont être rétablis mais auront des séquelles majeures. Et on a un tiers des patients qui vont décéder. Donc, il s'agit vraiment d'un challenge assez important. Les complications sont divisées en général en trois grandes catégories, selon l'un ou l'autre. Nous avons, en fonction de leur délai d'apparition, nous avons les complications d'ordre aigu, qui est en général du ictus jusqu'au troisième jour. On a les complications subaiguës qui vont du troisième jour post-ictus jusqu'au 30e jour pour certains et jusqu'à 15 pour d'autres. Et on a les complications chroniques qui surviennent soit après 15 jours, soit après 30 jours selon différents instituts. Les complications aiguës sont majoritairement dominées en fonction de leur fatalité par le ressaignement, qui est un risque majeur. On a l'hydrocéphalie aiguë et on a également les lésions ischémiques aiguës qui se caractérisent par un édème cérébral. Les complications subaiguës sont majorées sont dominées par les vasospasmes, on en parlera. Et les complications chroniques, c'est plus l'hydrocéphalie aiguë, les hydrocéphalies chroniques. Donc, nous allons commencer par le ressaignement. En fait, le ressaignement, selon la littérature, l'incidence d'apparition varie de 8 à 23% dans les premières 6 heures, selon certaines littératures, mais chaque collaborateur ont retrouvé jusqu'à 14,3% des cas dans les 2 heures qui suivent. Et dans 37% des cas, il faut noter que ces renseignements peuvent survenir, c'est-à-dire après le délai qu'on s'est fixé de subaigu, c'est-à-dire entre 3 et 7 jours. Et on peut même avoir un second pic qui peut être observé entre le 11e et le 12e jour. Classiquement, bien cliniquement, ce sont des patients qui peuvent arriver avec des scores WFNS. Je crois qu'on a déjà fait ça auparavant. Donc, tout le monde doit avoir des prérequis sur le score WFNS, selon où on se trouve, le score de UNTS, selon où on se trouve, et le score modifié de Fisher. Donc, on a un patient qui arrive avec un score de WFNS qui est
peut-être entre 0 et 1 et 2, mais qui se dégrade secondairement de manière brutale. Pensez au saignement entre le 0 et le troisième jour. On peut voir ça sur cette imagerie scanographique. La première la première à gauche, c'est-à-dire la A, on a ce saignement au niveau mésocéphalique, la stène interpédonculaire qui est à voir, elle est remplie, on a un hématome au regard qui s'étend légèrement ou bien discrètement au niveau des cystènes ambiantes de manière latérale, vous voyez. Et lorsqu'il y a ressaignement, vous voyez une aggravation carrément de l'hématome avec extension du saignement jusqu'au cystène au niveau postérieur, c'est-à-dire cystène quadrigéminale, crurale, ambiante, et même au niveau des cystènes orthocarotidiochiasmatiques et les cystènes sylviennes. Donc, en général, ça aggrave le tableau et donc le pronostic. Donc, le ressaignement, il y a certains facteurs qui ont été établis, qui prédisposent en fait au ressaignement. Nous avons par exemple, selon cette étude, cette revue de la littérature, l'hématome intracérébral, les hématomes intraventriculaires, les hématomes suduraux, des patients qui ont des pressions artérielles systoliques qui sont supérieures à 60, mais c'est même plus, c'est supérieur à 180 aujourd'hui pour certains. Et on a également les patients qui ont en fonction de leur site, de l'anévrisme en fait, anévrismal, le site anévrismal ou bien des dysrégulations métaboliques. Mais d'autres facteurs également ont été non associés avec le risque de ressaignement. Nous avons par exemple le sexe, l'âge, ça c'est déjà donné, le tabagisme, certaines localisations aussi anévrismales, par exemple des anévrismes qui sont un peu plus sylviens, c'est-à-dire bien les anévrismes corticales, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de facteur de risque dans ces cas. Donc, parlons donc du comment est-ce que ça se produit. En fait, le mécanisme physiopathologique des ressaignements reste toujours très incertain. Mais il y a des théories qui ont été évoquées, parmi lesquelles la théorie de la pression transmurale. Ça consiste à quoi en fait? On se rend compte lorsqu'on a une variation de la pression transmurale, c'est-à-dire la pression de part et d'autre du mur du vaisseau en fait, de manière aiguë, elle peut augmenter le risque de saignement. Par exemple, dans le cas des hémorragies sous-arachnoïdiennes, on a une augmentation de la pression artérielle de façon aiguë. On a une diminution de la pression du LCS qui va entraîner une diminution de la pression du LCS de façon... Non, il n'y a pas de... Vous pouvez vous muter. Merci. Donc, qui va entraîner une diminution de la pression du LCS, favorisant dans une augmentation de la pression intramurale la pression artérielle intramurale, qui va entraîner dans une augmentation de la pression transmurale et on aura comme risque une augmentation du risque de ressaignement. Ça, c'est la théorie de pression transmurale. Il faut très bien noter le fait qu'il y a une augmentation de la pression artérielle va entraîner une diminution de la pression du LCS qui va favoriser l'augmentation du saignement ou une augmentation de la pression intramurale qui va entraîner une augmentation de la pression transmurale et la résultante sera la même, une augmentation du risque de ressaignement. On a également les patients qui se présentent avec des troubles de la coagulation, c'est-à-dire un trouble qui se situe au niveau de la triade de Virchow que nous tous nous connaissons, c'est-à-dire on a des lésions endothéliales, on a une rupture de la barrière hémato-encéphalique chez ces patients de manière aiguë, ce qui entraîne une augmentation aiguë de la pression intracrânienne. On a une anomalie de circulation de circulation sanguine qui apparaît. Le patient entre dans un état d'hypercoagulabilité parce que toutes les cellules vasculaires, c'est-à-dire toutes les cellules du plasma, essaient de se mobiliser pour colmater ce tableau inflammatoire ou bien ce tableau inhabituel qui s'est mis en place de manière brutale. Donc, du coup, si on a des troubles, par exemple, de la coagulation, ça va favoriser la persistance du saignement. Si on a une lésion, une rupture de la barrière hémato-encéphalique, on a donc un afflux de cytokines, toujours dans l'espace extravasculaire, ça favorise toujours le ressaignement. On a également la fibrinolyse. Si le patient a un défaut de cicatrisation, bien de pouvoir colmater en fait ces brèches, naturellement, ça va évoluer vers un risque de ressaignement. Donc, quel est le traitement?
La première prise en charge qui reste de mise, c'est il faut sécuriser l'anévrisme. Sécuriser l'anévrisme, il faut sécuriser l'anévrisme. On peut la faire de manière endovasculaire ou de façon chirurgicale, peu importe, mais il faut sécuriser l'anévrisme. Dans les 24 à 72 heures, il faut sécuriser l'anévrisme le plus tôt possible avant que les autres complications ne se mettent en place. Deuxièmement, il faut penser à réguler la pression artérielle. Mais il faut savoir que réguler la pression artérielle est une SED, c'est une urgence, c'est-à-dire la maintenir en dessous, la pression artérielle systolique en dessous de 180, oui, on l'a vu au départ. Mais il ne faut pas trop baisser la pression artérielle parce que si c'est que la pression de perfusion cérébrale diminue un peu trop, ce patient va passer en ischémie cérébrale. Donc, on risque de créer une autre lésion qui aura un outcome fonctionnel assez difficile pour le patient et puis sur le plan vital. Mais il est important également de prendre en compte certains facteurs en réduisant la pression artérielle systolique. Je vais vous prendre un exemple. Nous savons tous que, par exemple, un patient qui est hypertendu, dans la courbe de la pique sur la pression de perfusion cérébrale, qui est entre normale, la normale reste entre 50 et 150. Ces patients qui sont permanemment hypertendus, leur pression de perfusion cérébrale est naturellement un peu plus augmentée, c'est-à-dire elles ont besoin de, c'est-à-dire il y a un shift de la courbe vers la droite. Donc, au lieu d'être à 50 sur 150, à 150 comme un sujet normal qui n'a pas de pathologie, ce patient, il se trouve peut-être autour de 70 à 170 par exemple. Dans l'urgence, en fait, il ne faut pas seulement courir pour dire je baisse la pression artérielle de ce patient, je lui donne de la nifedipine, je baisse, mais il faut prendre en compte la courbe tensionnelle de ce patient. Il faut prendre en compte des facteurs comme l'insuffisance rénale chez ce patient. Il faut prendre en compte si c'est un patient qui a une lésion cérébrale, c'est-à-dire il faut vraiment évaluer d'où la prise en charge collégiale de ces patients. C'est-à-dire qu'il faut absolument la présence d'un neuroréanimateur. Un neuroréanimateur, c'est très important. Ce sont des patients qu'il faut aller en neuroréanimation ou en unité de soins intensifs. Parce que la présence du neuroréanimateur permettra aux neurochirurgiens d'évaluer des facteurs que souvent, nous, les neurochirurgiens, on ne prend pas en compte de façon automatique et qui sont pris en compte par le neuroréanimateur qui voit. Autre traitement qui est très recommandé, c'est de reverser les effets anticoagulants. Reverser les effets anticoagulants, je prends exemple un patient qui a une ACFA qui est sous hélicis, par exemple, au long cours. Il faut reverser absolument parce que si c'est que ce patient n'arrive pas à anticoaguler, naturellement il va continuer à saigner et ça va pas pouvoir cicatriser, il va continuer à saigner et là, aggraver son tableau clinique. Mais un traitement qui n'a pas fait son épreuve, c'est celui d'utilisation des antifibrinolytiques. Je vous montre un dernier ce tableau, en fait, qui est le tableau de l'AHA 2023, qui donne des fortes recommandations, comme on a dit plus tôt, par rapport à la baisse de la pression artérielle. Vraiment, il n'y a pas de consensus. C'est une surveillance. Il est anticoagulant, mais vraiment, il n'y a pas de bénéfice de traitement fibrinolytique, antifibrinolytique. Je poursuis par cette étude. En fait, cette étude, elle est intéressante parce qu'il s'agit d'une étude de partage d'expérience entre deux instituts, une française à Toulouse et une allemande à Utrecht, qui traitent les patients, c'est-à-dire prend en charge la pression artérielle de façon différente. Par exemple, celle de Toulouse, en fait, celle de Toulouse ne baisse pas de manière systématique la pression, ne baisse pas de manière systématique la pression artérielle systolique, tandis que celle de Utrecht, elle baisse de manière systématique lorsque le threshold, en fait, lorsqu'un patient arrive avec peut-être 220, elle baisse de manière systématique la pression artérielle, elle cherche à la maintenir en dessous de 160. Mais en fait, dans cette étude, il a été démontré que c'est-à-dire l'acharnement qu'on fait à baisser la pression artérielle systolique à l'admission et entre l'admission et le traitement de l'anévrisme ne réduit pas le risque de saignement chez ces patients et n'entraîne pas aussi
un risque d'ischémie cérébrale chez ces patients. Donc, du coup, il y a une évaluation qui doit être faite normalement à tout l'âge, je sais si c'est possible, parce que ça, ce n'est pas très, très en accord avec les la HA recommendation et celle aussi de l'Europe. Parce que celle de l'Europe, ils demandent de réduire à 180. Celle de l'AHA en Amérique, ils demandent de réduire à 160. Lorsque c'est 160, il faut essayer de maintenir en dessous de 160. Il serait aussi intéressant de savoir ce que les gens japonais en pensent. Je pense que je n'ai pas trouvé d'article sur ça. Passons donc à la deuxième complication fréquente, c'est-à-dire complication aiguë fréquente, c'est l'hydrocéphalie aiguë. En fait, l'hydrocéphalie aiguë va aggraver le tableau clinique en entraînant des lésions cérébrales précoces et elle survient dans un tiers des cas entre le duodictus et le troisième jour, c'est-à-dire la phase aiguë. Le mécanisme physiopathologique de l'hydrocéphalie aiguë est légèrement différent de celle, excusez-moi, c'est ça? Je ne sais pas ce qui s'est passé. OK. Remets-toi juste sur ton écran. Là, oui, là, c'est parfait. Tu peux Là, continuer. ça va? Ouais. Merci beaucoup. D'accord. Le mécanisme physiopathologique est déjà connue, ok? Elle est légèrement différente de celle de l'hydrocéphalie chronique, mais tout le monde la connaît, je pense. En fait, dans l'hydrocéphalie aiguë, le fait qu'il y a les produits de dégradation sanguine dans la circulation sous-arachnoïdienne, elles vont aller pour bloquer, en fait, ou obstruer les villosités les villosités arachnoïdiennes. Et on l'a constaté avec des études qu'il y avait des épaississements, en fait, il y avait un dépôt d'hémosidérine au niveau de l'heptoméninge, ce qui obstruait, aggravait en fait l'obstruction de cette villosité, entraînant donc une hydrocéphalie aiguë. Mais ça, c'est le mécanisme pour l'hydrocéphalie non communicante aiguë. Il faut savoir que l'hydrocéphalie ici, là, pardon, communicante aiguë. Il faut également savoir que l'hydrocéphalie ici peut être non communicante, c'est-à-dire lorsqu'on a par exemple un saignement qui se trouve au niveau de la circulation postérieure, elle peut facilement obstruer l'aqueduc du sinus. D'où le traitement reste le même en fait. Il faut absolument faire une dérivation, c'est-à-dire il faut externaliser ce LCS le plus rapidement possible. Parce que dans les deux cas, ça reste grave pour la pression intracrânienne qui est aiguë à ce moment T. Dans 48% des cas, ces patients vont rester dépendants de la dérivation. Donc, comment est-ce qu'on évalue l'hydrocéphalie, c'est pratiquement la même déclaration que le ressaignement, mais à moindre échelle, c'est-à-dire on a un patient peut-être qui était bien, qui va se dégrader, ou bien qui arrive déjà d'emblée dégradé, en fonction de de l'étendue du saignement sous-paranoïdienne, en fonction de s'il y a une hémorragie intraventriculaire ou pas, ça varie. Le scan est suffisant pour le diagnostic. Mais il faut noter que pour ceux qui sont plus jeunes, le scan, au départ, il ne faut pas aller très vite en disant il n'y a pas d'hydrocéphalie, on laisse tomber. Non. Il faut vraiment évaluer le scan. Les premières portions qui se dilatent au niveau du scan, c'est les cônes temporales. Il faut toujours regarder les cônes temporales. Mais en prenant en compte que on est devant un patient qui a un antécédent, par exemple, il est alcoolique. On a un patient qui est âgé, par exemple, ou bien un patient qui, en préalable, il présenterait un antécédent d'hydrocéphalie. En tout cas, il faut prendre en compte tout ça pour essayer d'évaluer votre patient actuel qui arrive avec son scan. La dilatation commence majoritairement au niveau de la cône temporale. Comment est-ce que vous évaluez? Vous pouvez faire, je crois qu'il y a l'index d'Evans, l'indice bicodé ou bien calculé, l'index relatif bicodé, qui, on a découvert que lorsqu'elle est supérieure ou égale à 1,6, il faut aller opérer. Il faut aller opérer ce patient. Il faut absolument aller opérer ce patient. Donc, dans cette étude, qui est réalisée en mars 2013, en fait, ils essayaient de prouver que l'étendue de la dilatation était corrélée au mauvais pronostic des patients qui arrivaient. Mais ils précisaient aussi que
lorsque l'index relatif de bicodé était supérieur ou égal à 1,6, qu'on ait fait ou pas. C'est-à-dire, ils ont montré que qu'on ait fait ou pas, qu'on ait dérivé ou pas le patient, le pronostic restait toujours le même, c'est-à-dire un mauvais pronostic. Ça veut dire que la dilatation était très importante. OK, quelle est la place de l'IRM? La place de l'IRM, en fait, elle n'a pas de place en aigu, il faut vous dire. En aigu, si on veut faire l'IRM, c'est vraiment un amusement parce que c'est juste pour voir quels sont les dégâts, en fait, qu'a causé la dilatation ventriculaire au niveau du parenchyme cérébral, c'est tout. Mais franchement, en aigu, désolé, ça n'a pas sa place. Pas du tout. Donc, quel est le traitement? Le traitement, c'est il faut externaliser ce sang, il faut externaliser ce LCS le plus rapidement possible pour baisser la pression intracrânienne. Mais il y a des précautions, on en parlera. Vous pouvez faire soit une dérivation ventriculaire externe ou associé ou pas avec une dérivation, un drainage lombaire externe. C'est à vous de choisir. Il faut prendre toutes les précautions possibles pour ne pas aggraver le patient sur le plan clinique, c'est-à-dire il faut être le plus stérile possible. Il faut faire tout pour être le plus stérile possible parce que un patient qui se trouve déjà dans un état inflammatoire important au niveau cérébral, lorsque vous ajoutez en plus à ça une infection, ou une infection intraventriculaire, je vous promets, son pronostic, il va de très mauvais score de ranking ou bien à la mort directement, un mauvais Glasgow outcome scale. OK. Donc, voici la technique. Ça, je crois que les aînés, ils savent. Tout le monde ici, je crois la majorité sait. En deuxième année, on le fait déjà. C'est vous repérez les points d'insertion de cathéter ventriculaire. Vous avez le point de Gaucher qui est le plus utilisé, je pense, pour ces urgences. Mais on peut également utiliser le point de Keene ou le point de Frazier, dépendant de la situation dans laquelle on se trouve. Mais sachez que le point de Gaucher, c'est le plus utilisé. Le point de Gaucher, en fait, c'est vous allez tracer une ligne qui va de 11 cm en arrière du nasion sur la ligne médiane, et puis vous vous reculez de 2 à 3 cm latéralement, à droite ou à gauche, dépendant de où vous voulez faire votre insertion ventriculaire, à droite ou à gauche, pour pouvoir éviter le sinus sagittal supérieur. Maintenant, lorsque la dilatation est assez importante, vous pouvez faire une insertion à 90 degrés, mais on a aussi lorsque la dilatation n'est pas très importante. Là, il faut faire une insertion avec repérage, c'est-à-dire on repère un peu le contus interne du côté latéral pour insérer, c'est-à-dire il faut essayer de suivre en fait l'orientation. Maintenant, dans les pays développés, ils utilisent la neuronavigation pour le faire. Chez nous, ici, par exemple, ils utilisent la neuronavigation des fois pour le faire. Parce qu'ils y vont très tôt. Quand les patients arrivent, c'est très précoce. La dilatation n'est pas souvent très importante, mais il faut vraiment savoir où on entre. Et après, notre patient est toujours en position proclive, 45-30 degrés. Ça, c'est pour baisser la pression intracrânienne. Le niveau 0 va correspondre au tragus du patient ou le conduit auditif externe du patient. Pour placer le drain, c'est-à-dire vous essayez de placer le drain à 10 cm, je ne vais pas dire 15 cm, parce qu'il faut chercher un débit moyen. Je vous explique. Nous avons parlé plus tôt qu'une baisse une baisse brutale de la pression du LCS pourrait entraîner une augmentation de la pression transmurale, ce qui va donc entraîner un ressaignement. Donc, il faut éviter un ressaignement sur ce patient. C'est pour ça qu'il ne faut pas faut pas aller à fort débit, il faut aller à débit moyen. Il ne faut pas non plus aller à faible débit parce que vous n'avez pas réussi à drainer la quantité que vous voulez. Et le conseil que je vous donne, c'est que lorsque vous voulez drainer, vous regardez où il y a le moins de sang possible. C'est-à-dire, en général, dans les hémorragies, dans le il y a moins de sang. Mais regardez toujours où il y a moins de sang. On ne sait jamais pour insérer votre cathéter, que ce soit à gauche ou à droite. La troisième complication qui est également très rare, mais peut arriver, c'est les lésions ischémiques aiguës. En fait, les lésions ischémiques aiguës de mécanismes physiopathologiques toujours très peu compris,
vont résulter, c'est un résultat, en fait, c'est une édème cérébrale massif aiguë qui va survenir chez le patient. Je vous explique un peu cette ébauche de physiopathologie. Comme on a dit plus haut, ces patients ont une augmentation de la pression intracrânienne de manière brutale. Ils ont une diminution du débit sanguin cérébral de manière brutale, ce qui va entraîner une ischémie globale. C'est ça qui est à l'origine des céphalées ou des syncopes chez des patients, en fait. Il y a une ischémie brutale qui s'installe. Et en fonction de la quantité de sang qui se trouve dans l'espace subsahariano, c'est comme ça que la gravité est plus importante, c'est-à-dire cette ischémie est plus importante. Et celle-ci se fait selon deux mécanismes. Il y a deux mécanismes inflammatoires qui vont se mettre. On a l'apoptose et la nécrose. Mais le cerveau est tellement intelligent, mais peut-être un peu bête aussi des fois, que lorsqu'il y a cette rupture en fait dans l'apoptose, elle crée en même temps, comment dire, elle va créer, elle va produire en fait, elle va ouvrir des voies qui sont non seulement protectrices, mais aussi agressives. Par exemple, les voies que vous voyez qui sont colorées qui sont encadrées en gris, ce sont des voies protectrices. Je crois qu'on les connaît. Par exemple, le P53, la voie de P53, elle est très fameuse dans les tumeurs. La voie de caspase dépendant. Et on a également la voie des mitochondries, parce qu'on a une hypoxie qui s'installe. Et les mitochondries, en fait, dans le cycle de Krebs, va changer sa production puisqu'il y a une hypoxie. Donc, au lieu de produire du glucose avec l'ATP, comme on le connaît, elle va commencer à produire beaucoup de lactate, qui va aggraver, en fait, les lésions ischémiques, la mort cellulaire, ou bien la mort gliale, en fait. Et la même chose pour la voie de caspase indépendant. Donc, tout ceci va aboutir à la mort cellulaire. Et cette mort cellulaire va entraîner donc une disruption ou bien une rupture de la barrière hémato-encéphalique, ce qui va causer un œdème vasogénique. Et c'est-à-dire la cellule morte, en mourant, va libérer des cytokines qui seront cytotoxiques pour, c'est-à-dire ses voisins, c'est-à-dire pour les autres cellules autour d'elle, ce qui va aggraver l'œdème cérébral par œdème cytotoxique. Donc, on se trouve dans une ischémie cérébrale massive, aiguë, par double action, un œdème vasogénique et un œdème cytotoxique. Bon, cette étude, en fait, de mai 2011, elle essayait, en fait, de prouver quel est le threshold, ou bien quel est le threshold, en fait, de pression de perfusion cérébrale qu'il faut maintenir afin de favoriser un bon pronostic. Et on s'est rendu compte qu'une baisse de la pression de perfusion cérébrale en dessous de 70 était associée à une augmentation des crises de métabolique. Naturellement, il y aura une accentuation de la mort cellulaire, des nécroses ou bien de l'apoptose, mais également une hypoxie des tissus cérébraux, ce qui va augmenter le risque de lésions cérébrales secondaires et donc un mauvais pronostic vital et fonctionnel. Voilà. Donc, quel est le traitement? Traitement collégial, traitement multidisciplinaire. Les patients qui arrivent en général avec des scores de WFNS qui sont élevés, c'est-à-dire 3, 4, ce sont des patients qui arrivent, on les intube immédiatement. On les intube, on les ventile, on les sédate même. C'est-à-dire, on fait tout pour mettre le cerveau au repos parce que le cerveau, il est surchargé. Il est surchargé par des phénomènes inflammatoires, des phénomènes vasculaires. En fait, il est surchargé. Il faut absolument mettre le cerveau au repos. Il faut permettre une très bonne ventilation pour permettre une oxy cérébrale assez satisfaisante. Il faut baisser la pression intracrânienne, c'est-à-dire mettre, s'il y a une isocéphalie aiguë, il faut régler la isocéphalie aiguë. Il faut prévenir les complications qui vont venir de suite avec la nimodipine, nous le verrons par la suite. Il faut maintenir une normohydratation. Pendant beaucoup d'années, on disait hyperhydratation, mais non. Il faut maintenir une normohydratation parce que le challenge ici, c'est la pression artérielle systolique. Ce n'est pas la pression artérielle diastolique. Il faut maintenir la pompe, il faut maintenir le cœur qui pompe le sang au niveau du cerveau pour pouvoir, l'apporter de l'oxygène. Donc, il faut maintenir une normohydratation et il faut éviter
une fréquence de perfusion cérébrale en dessous de 50. Donc, autres complications non neurologiques, mais qui sont fréquentes chez les patients qui arrivent, qui arrivent, qui arrivent aux urgences, c'est des troubles d'ordre cardiaque ou bien pulmonaire. Il faut remarquer que la majorité des patients vont se trouver avec des anomalies d'ECG lorsqu'ils vont arriver euh, lorsqu'ils vont arriver aux urgences, parmi lesquelles on aura une inversion de l'onde de T, on aura une dépression du segment ST, allongement de l'espace QT et le syndrome qu'on appelle Takotsubo. Mais pourquoi est-ce que tout ça arrive? Au niveau pulmonaire, on aura par exemple un œdème pulmonaire neurogénique, on peut avoir des pneumopathies d'inhalation, mais qu'est-ce qui cause ça? En fait, c'est qu'on a une irritation du tronc, ce qui va favoriser une décharge en fait sympathique assez importante. On a une décharge de catécholamine assez importante qui sort à l'origine, on connaît tous le réflexe de Cushing. Donc, ces décharges de catécholamine, d'hormones et du système sympathique au niveau du cœur, c'est ce que ça va entraîner. Au niveau pulmonaire, on en a déjà parlé, mais elles peuvent être également au niveau rénal. On peut également avoir des troubles hydroélectrolytiques. On n'ignore pas que des lésions au niveau de la base du crâne, parce que là, on a un saignement qui se situe en général dans les espaces de la base du crâne. Les lésions dans ces zones en général vont entraîner le syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH ou bien un syndrome de sécrétion, un syndrome de perte de sel cérébral. Donc, c'est vraiment des patients à prendre avec minutie et de manière collégiale, même inclus si possible les neuroendocrinologues. Maintenant, c'est quoi le syndrome de Takotsubo? En fait, le syndrome de Takotsubo, c'est nommé après ce vase de Takotsubo, un vase japonais. En fait, c'est que là, le ventricule gauche va se dilater sous le fait du choc, c'est-à-dire décharge de catécholamine, de choc sympathique. Ce qui va donc gonfler, le ventricule ne sera plus capable de contracter normalement de manière efficace et il va en résulter, naturellement, on le connaît, le cœur, des fois, il ne se privilégie même pas au profit du cerveau. Donc, ça fait qu'il y aura une ischémie cardiaque qui peut être constituée chez ce patient. Donc, il faut absolument mettre ce patient au repos, le monitorer de manière efficace au niveau cardiaque, au niveau cérébral, au niveau pulmonaire, dans tous les sens possibles, et au niveau des électrolytes. Bon, comme deuxième groupe, nous avons dit il y a des complications subaiguës qui surviennent en général entre le troisième jour post-ictus et le troisième jour post-ictus. Et la principale complication qu'on connaît, c'est le vasospasme. En fait, le vasospasme va survenir en général entre le quatrième et le 15e jour, c'est-à-dire sont ces pics. Et le risque du vasospasme est en général corrélé à l'étendue du saignement, c'est-à-dire au Fisher. En général, les patients de Fisher 3 et 4 sont à très haut risque de faire modifier, sont à très haut risque de faire des vasospasmes. 70% des patients en général développent des angiospastiques qu'on peut voir même à l'angiographie. Mais c'est seulement 30% qui vont évoluer vers une ischémie cérébrale secondaire. Je suppose qu'on peut voir un peu le vasospasme. C'est vrai que je n'ai pas un très bon stylo. Je suppose que tout le monde est en train de voir l'AK et la M1 qui passe ici. Regardez maintenant latéralement, regardez l'AK et regardez la M1. Vous voyez, il y a une réduction importante de son calibre. Vous voyez que la perfusion a diminué au niveau de l'AK à droite. Vous voyez? Donc, c'est ça. Le risque ici majeur, c'est d'évoluer vers une ischémie cérébrale retardée. Ça, c'est un risque majeur. Maintenant, que dit-on de comment est-ce que ça se passe en fait? Il faut savoir qu'il n'y a pas de... Jusqu'aujourd'hui, on fait toujours les recherches par rapport à la physiopathologie, mais celles qui ont été retenues et qui sont les plus populaires sont celles-ci. La voie de sécrétion endothéliale de l'oxyde nitrique et la voie de l'endothéline. En fait, dans la voie de sécrétion du nitrique d'oxyde, il faut savoir que l'oxyde nitrique, voilà, est produit par l'endothelial nitric oxide synthase. C'est ENOS, on appelle ça après ça ENOS, qui se trouve dans les vaisseaux endothéliales cérébrales en fait. En général,
elle diffuse dans les cellules musculaires lisses adjacentes et va stimuler donc euh, cette, euh, cette cytokine qu'on appelle GMP cyclique, qui, elle, va activer les canaux calciques dépendants intracellulaires et va donc permettre le transport du calcium en intracellulaire et donc la dilatation. Lorsqu'on a une hémorragie méningée, ce mécanisme n'est plus en place parce qu'on a une extravasation du sang à l'extérieur. Donc, il y a une sous-production de l'oxyde nitrique, donc ce qui va favoriser plutôt la vasoconstriction et donc le vasospasme, prédisposé au vasospasme. La deuxième, c'est la voie de l'endothéline. La voie de l'endothéline, on en a parlé plus haut. Il y a une apoptose cellulaire qui se fait. Il y a donc la mise en place ou bien il y a un fonctionnement élevé de la voie de l'endothéline qui produit de manière excessive l'endothéline, qui est un vasoconstricteur et donc va favoriser le vasospasme. Ce sont les deux, mais sachez qu'il y en a tellement, mais ce sont les deux physiopathologies les plus répandues et les plus incriminées. Donc, le diagnostic se fait devant, cliniquement, l'apparition de déficits neurologiques de nouveau, c'est-à-dire ce patient n'avait pas ce déficit au départ et puis il le présente, ou une détérioration secondaire de la conscience supérieure à 1 heure. Il faut savoir que cliniquement, on peut faire quelque chose, surtout nous en Afrique, on peut faire quelque chose. Si on dispose d'un Doppler transcrânien, par exemple, qui est une méthode non invasive, on peut, je dirais quoi, détecter de manière précoce, en fait, le vasospasme, parce elle a une sensibilité, une valeur prédictive négative qui est importante. Donc, elle peut vraiment détecter s'il y a un risque d'ischémie cérébrale ou du vasospasme et donc accélérer la prise en charge. Même si c'est qu'on n'a pas d'angioscan chez nous, je pense qu'on peut lancer une prise en charge. Si on a la nimodipine intrate, on peut lancer une prise en charge juste sur cette base. Donc, cette étude faite en 2016, et qui est une revue systématique en fait, et une méta-analyse est sortie dans la même conclusion en fait. L'efficacité en fait de Doppler transcrânien dans la prédiction en fait de l'ischémie cérébrale retardée. C'est accurate, c'est-à-dire c'est efficace. Donc, utilisons nos Doppler transcrâniens si c'est possible. On peut également utiliser un monitoring EEG continu de l'EEG chez ces patients. En fait, ce monitoring va permettre d'évaluer ou bien de rechercher les convulsions infracliniques, c'est-à-dire que nous, on n'arrive pas à voir, qui sont les facteurs prédictifs, en fait, de l'ischémie cérébrale et donc accélérer la prise en charge. Cette étude réalisée, je crois que c'est la plus récente que j'ai vue en 2019 par les Égyptiens, reviennent sur le même accord en fait. Chez ces 38 patients, ils ont utilisé la même technologie, c'est-à-dire les deux combinés, monitoring d'EEG continu et Doppler transcrânien pour la surveillance de leurs patients et ils se sont rendus compte qu'effectivement, cette technique peut détecter de manière précoce les vasospasmes et donc permettre une prise en charge précoce pour prévenir une ischémie cérébrale retardée. Le diagnostic de certitude d'un vasospasme reste l'angiographie cérébrale associée avec un scan de perfusion. En fait, l'angiographie cérébrale va mettre en évidence le vasospasme ainsi que sa sévérité. La perfusion va nous permettre d'évaluer la zone de perfusion, ce qui va nous orienter devant la prise en charge thérapeutique adéquate. Il faut savoir qu'on peut quitter d'une simple vasodilatation à même une angioplastie dans certains cas de vasospasme. Et je finis en montrant pour le traitement les recommandations de l'AHA. Les recommandations sont celles dont on parlait plus tôt. On a la nimodipine. Nimodipine, pour ceux qui ne savent pas, on doit donner la nimodipine à 60 mg comprimés toutes les 4 heures chez le patient. C'est-à-dire dès qu'on a un patient qui arrive, on dit hémorragie sous-arachnoïdienne rompue. Placez-le sous nimodipine jusqu'à 21 jours. Ça, c'est une recommandation qui est assez formelle, très fortement recommandée. On revient aux recommandations secondaires, c'est-à-dire maintenir l'euvonomie. Maintenir l'euvonomie, c'est qui va permettre de prévenir l'ischémie cérébrale retardée et
l'ischémie cérébrale retardée, il faut élever, dans certains cas, on peut être amené à élever même la pression artérielle systolique pour diminuer la progression bien la sévérité de l'ischémie. Et dans d'autres, on peut être amené même à, c'est-à-dire dans d'autres vasospasmes sévères, on peut être amené à administrer des vasodilatateurs intra-artériels. C'est-à-dire on fait un traitement intra-artériel avec des vasodilatateurs pour le vasospasme. Et lorsque l'ischémie est trop sévère, on peut être amené à faire une angioplastie. Donc à droite, on retrouve un algorithme sur uniquement la prise en charge des vasospasmes, c'est-à-dire tout ce qui est lié à des vasospasmes, de la prévention jusqu'au traitement proposé. Les recommandations qui ne sont pas, c'est-à-dire qui n'ont pas montré le bénéfice, nous avons par exemple l'utilisation des statines, ça c'est très vieux, je pense que ça fait longtemps qu'on ne l'utilise plus. L'utilisation de magnésium intraveineux, ça n'a vraiment pas vraiment trouvé sa valeur. Et c'est-à-dire une hyperhydratation. Donc, nous allons finir sur les complications chroniques, parmi lesquelles nous avons parlé de l'hydrocéphalie. En fait, l'hydrocéphalie chronique peut être présente chez 6 à 64% des patients et il faut savoir que dérivé reste toujours bien pour le comme on vient de le deviner, le pronostic du patient. Le mécanisme physiopathologique de l'hydrocéphalie aiguë est différent de celle du chronique en que dans le chronique, en fait, c'est la fibrose au niveau des corpuscules de Pachyony, des visuosités arachnoïdiennes qui vont empêcher la résorption du SCS. Donc, on sera devant un tableau d'hydrocéphalie communicante. Donc, il faut absolument dériver. Donc, cette étude, elle m'intéresse parce qu'ils ont essayé de sortir, ou bien d'évaluer les facteurs pronostiques, certains facteurs associés au pronostic des patients qui qui dépendent de la dérivation. La première que vous voyez que j'ai mis en rouge, en fait, ils ont essayé d'évaluer les patients qui ont une hydrocéphalie aiguë et qui peuvent être dépendants, c'est-à-dire qui peuvent développer l'hydrocéphalie par la suite et devenir dépendants du drainage. Nous avons les personnes âgées, les personnes qui ont eu des hémorragies intraventriculaires, donc en général, fiche 2 ou 4, les patients qui ont un score de WFNS élevé, les patients qui ont été traités par clipage d'anévrisme, c'est important de le noter, et les patients qui ont eu des vasospasmes angiographiques. Autre facteur associé à un mauvais pronostic chez les patients, on a par exemple une infection, on en a parlé plus haut, on a l'âge du patient et le mauvais score de WFNS chez les patients naturellement. Il y a des patients aussi qui sont prédisposés à avoir des complications liées au shunt en fait. Ils ont essayé d'évaluer ces facteurs, ils ont retrouvé que les patients avec un mauvais score de WFNS, bien grade de WFNS, les patients avec des anévrismes de la circulation postérieure et les patients avec des vasospasmes angiographiques étaient à risque de développer des complications liées à la dérivation. Le diagnostic reste le même, on ne va pas revenir sur ça, mais différentes techniques ont été proposées. La première, c'est la lamina terminalis fenestration, c'est ce qu'on appelle communément, c'est un gros mot, mais c'est pour dire ventriculocysténostomie en gros, ok? Donc, en général, elle est indiquée lorsqu'on a des hydrocéphalies obstructives qui sont vraiment rares dans les hydrocéphalies chroniques. Et ici, en général, on privilégie les dérivations ventriculo-péritonéales. Pourquoi elles sont plus accessibles, surtout pour nous en Afrique? Elles sont plus bénéfiques, elles ont de meilleurs, c'est-à-dire pronostics, et elles permettent de traiter dans les deux cas, les deux du moins, que ce soit communicante ou bien non communicante, elles permettent de traiter les deux. Quant à la dérivation lombo-péritonéale, il faut noter que ce sont des patients qui sont plus les hydrocéphalies de plus de 2 ans, c'est-à-dire lorsqu'on a déjà fait la dérivation ventriculo-péritonéale et qu'on ne... Je ne sais pas, est-ce que vous me suivez? Je sais pas. On te suit 5 sur 5, Nathalie. Oh, c'est parfait. Ouais. Donc, les patients qui ont plus de 2 ans,
Il y a plus de 2 ans, on laisse dire céphalie, ça fait plus de 2 ans pour se permettre de le mettre en champ péritonéal, lombo-péritonéal, vraiment, quelle est la nécessité? Ok, cette étude, pourquoi je la mets ici? Parce que ils ont essayé de d'évaluer 349 patients qui avaient une hydrocéphalie et qui ont été traités par des valves réglables et non réglables. Et dans les valves réglables, dans leur conclusion, c'était que les valves non réglables ne sont vraiment pas recommandées parce qu'il y a un haut risque de révision. N'oublions pas que ce sont des mécanismes de nouveau, c'est-à-dire après la guérison, le cerveau peut se remettre à flot, en place, et on a cette fibrosité qui peut-être s'amenuise au niveau des villosités arachnoïdiennes, et ce patient se remet à avoir des résorptions normales. Donc, imaginons si on a mis une valve non réglable à haute pression, ou bien on a mis une valve réglable, non réglable à moyenne pression. On va se retrouver à, c'est-à-dire soit enlever le drain, absolument, parce qu'on ne peut pas le régler, pour pouvoir mettre une autre valve de l'autre. Donc, révision de drain sur révision de drain, qui met également à risque ces patients qui ont subi souvent des chirurgies assez importantes. Donc, la dernière complication qui passe souvent très inaperçue, surtout par nous, les neurochirurgiens, et, euh, et peut-être même souvent même le réanimateur, c'est les complications d'ordre endocrinologique. N'oublions pas, on partage la même vascularisation, le cerveau partage la même vascularisation, c'est-à-dire la même vascularisation initiale que l'hypophyse ou bien l'hypothalamus, vous voyez. Donc, ça fait que lorsque on a une irritation au niveau de la base, on a les mécanismes touchent également les vaisseaux. En fait, ça touche tout le monde. Ça touche même les vaisseaux hypophysaires. Ça touche également les vaisseaux au niveau hypothalamique. Mais ça touche même, ça irrite même l'hypothalamus puisqu'il est un peu dans la zone. Et les conséquences, c'est qu'on aura un désordre dans l'axe hypothalamo-hypophysaire. Et dans leur étude, ils ont découvert que l'axe le plus touché le plus souvent, c'est l'axe postérieur, naturellement avec le syndrome de sécrétion inappropriée d'ADH, que l'axe antérieur. D'où une collaboration neuro-endocrinologique importante. Donc, en conclusion, je vais dire qu'il est important pour le neurochirurgien de savoir de manière précise, donc d'avoir une vue précise sur ces différentes complications que nous avons suscitées, parce qu'elle va impacter le devenir du patient. Il ne suffira pas pour nous, cette fois-ci, de seulement opérer, mais d'être sûr qu'on aura un patient qui va sortir avec un pronostic fonctionnel et vital, même satisfaisant pour lui ainsi que son entourage. Donc, time is brain aussi pour les hémorragies sous-arachnoïdiennes. Ça vaut aussi pour ici, c'est-à-dire le temps de traitement reste le challenge majeur en fait, surtout dans notre contexte où la majorité des patients, quand ils ont des céphalées brutales, ils prennent de l'eau, de l'aloe vera avant de venir. Désolée, c'est juste une parenthèse. Mais il est important donc, pour ce faire, pour savoir quand agir, il faut demander quand est-ce que vous avez eu des céphalies, quand est-ce que vous avez eu des céphalies sentinelles, quand est-ce que... Il faut vraiment savoir à quel moment précis le lictus s'est déclaré chez le patient. Et une bonne maîtrise de la physiopathologie nous permettra d'avoir un traitement optimal parce que ça nous permettra, étant donné que nous, on n'a pas de neuroréanimateur ou neuroanesthésiste partout chez nous, donc ça permettra une bonne collaboration, une bonne discussion avec ces réanimateurs ou anesthésistes qui sont souvent très surchargés. Et il faut vraiment s'ouvrir dans la collaboration neuro-endocrino, neuroréanimateur, radiologiste interventionnel, psychologue, psychomotricien, médecin physique et rééducateur si possible. Je vous remercie pour votre attention et à vous des questions. Bon, bah, merci beaucoup, Nathalie, hein, pour cette brillante masterpiece présentation de qualité. En tout cas, c'est très gentil à toi d'avoir accepté partager.